comme vous l'avez dit, Michel, la direction de la lecture publique de la collectivité de Corse organise tous les ans ce prix. Alors c'est le prix des bibliothécaires, c'est le prix des lecteurs. Ce sont eux qui constituent le jury. Alors d'abord, eh bien, ils choisissent dans l'année une liste de 8 livres qu'ils ont le plus aimés. Vous étiez dans cette liste et à la fin, vous êtes donc la lauréate de ce prix. Pour L'inconnu du portrait, donc qui est paru déjà en 2024, puisque c'était donc le prix 2025. Alors Camille de Peretti, comme romancière, vous avez décidé d'expérimenter tous les genres. Lesquels avez-vous déjà choisis? Vous êtes une autrice qui aime la contrainte, qui en a peut-être besoin. Alors expliquez-nous cette histoire des genres. Oui, si on les prend dans l'ordre, donc L'inconnu du portrait, c'est mon 9e livre. Le premier était une autofiction, le deuxième était un roman épistolaire, le troisième c'est un roman oulipien écrit sous contrainte mathématique, le quatrième, alors attends, après je vais m'en mêler. Donc le troisième c'était Nous vieillirons ensemble. Le quatrième c'était La Casati. Donc là c'était une biographie, tout ce qu'il y a de plus biographie. Vous allez dans les archives, vous faites des recherches sur quelqu'un qui a vraiment existé. Après La Casati, j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit après La Casati? Ah oui, j'ai écrit un Blonde à forte poitrine. Ça c'est un roman naturaliste, donc sur le modèle de Nana de Zola. À chaque fois, je prends un modèle. Donc, par exemple, pour le roman olympien, j'ai pris La vie d'emploi de Georges Perec. Pour le roman épistolaire, j'ai pris Les liaisons dangereuses de Laclos. Après le roman naturaliste, j'ai écrit un roman. Ah oui, j'ai écrit un roman beatnik. Ça, c'était le pire. Ça, pour mon Alors, éditrice. Pourquoi le pire? Parce qu'en fait, la contrainte du beatnik, donc pour ceux qui sont pas familiers avec le roman beatnik, c'est Jack Kerouac et un certain nombre de ses copains, Allen Ginsberg et tout ça, des Américains qui se sont lancés dans une écriture presque automatique où on écrit, la doctrine beatnik, c'est sans se retourner. Ce qui veut dire que vous écrivez d'une traite sans relire ce que vous avez écrit. Ce qui marche très bien quand vous êtes Kerouac, que vous prenez de la drogue et que vous êtes un génie. Ce qui est beaucoup plus difficile quand c'est moi. Donc, concrètement, ce que ça veut dire que pour ce roman qui s'appelle Petits arrangements avec nos cœurs et qui raconte la traversée des États-Unis sur 6000 kilomètres dans une voiture, exactement comme sur la route de Kerouac, mais là c'était avec mon amoureux de l'époque. Et je raconte ça et en fait donc je l'ai écrit une première fois d'une traite. Après je l'ai relu, il y avait plein de problèmes. Donc j'ai pris un nouveau document et je l'ai réécrit d'une traite. Puis je l'ai relu, il y avait encore des problèmes. Parce que quand vous écrivez, vous savez ce que vous avez écrit il y a une semaine ou deux, mais ce que vous avez écrit il y a 2 mois, 3 mois, ça commence à être un peu plus flou. Et c'est un roman donc on a réécrit avec l'éditrice 23 fois d'une traite. Et à la fin, l'éditrice, elle en avait vraiment, vraiment marre de moi. Et elle m'a dit, si vous me refaites un coup comme ça, je pense que vous allez devoir changer d'éditrice. Donc ça, le roman beatnik, c'était vraiment une contrainte épuisante. Mais c'était très intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai fait après, Mirabel, peut-être, le roman historique. Le Sang des Mirabel, ça c'est un roman médiéviste, donc où vous passez 2 ans avec des spécialistes du XIIe siècle. C'était très intéressant aussi. Après, j'ai écrit un roman surréaliste entre rêve et réalité, donc sur le modèle d'André Breton, avec la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai écrit L'inconnu du portrait, donc là c'est la saga. Donc une saga, c'est des codes romanesques très très clairs, très forts. Par exemple, il faut que ce soit sur un long temps, idéalement une famille avec 3 générations si possible, un secret terrible, des ascensions sociales fulgurantes, des drames, des catastrophes, des rebondissements. Donc la saga, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. C'est des très bons codes pour le romancier en tous les cas. Et l'idée, donc, ce serait d'avoir 80 ans minimum et d'avoir écrit un livre de chaque genre littéraire existant. Et quand j'ai annoncé ça à mon éditrice pour le premier, elle m'a dit, oh là là, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Vous savez quoi, vous allez écrire déjà le 2e et puis on va voir. Et maintenant que j'en suis au 9e, elle me dit, bon, je crois qu'on peut commencer à communiquer là-dessus parce que les gens, il y a plein de lecteurs qui comprennent pas, en fait, qui disent, mais pourquoi est-ce que vous avez écrit ça, puis ça, voilà. Et l'autre contrainte que je me suis imposée, c'est de faire ricocher les personnages d'un roman à l'autre. Alors, ce qui a été possible jusqu'au roman médiéviste. Parce que là, j'étais vraiment coincée, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché avec des noms de famille.
Donc j'ai fait des arrière petits-enfants, voilà. Mais les lecteurs qui me suivent depuis longtemps savent qu'il y aura toujours un personnage qui arrivera à faire le lien, parfois de manière miraculeuse, comme pour le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui, le 10e donc, où là j'ai trouvé un nom de famille au pif qui est tombé pile poil avec un roman historique qui était, enfin, et là toutes les planètes s'alignent, on se dit oh là là c'est une chance. Mais parfois je tire un peu les choses par les cheveux. Par exemple pour l'inconnu du portrait, la mère de Pearl est une stripteaseuse dans un bar au Texas. Et dans Blonde à forte poitrine, mon héroïne principale est une certaine Vicky qui est stripteaseuse dans un bar au Texas. Et donc, il y a une ligne dans l'inconnu du portrait, parce que ça commence à Vienne en 1900, donc je pouvais pas du tout, où on se rend compte qu'en fait, elle bosse dans un endroit qui s'appelle chez Gigi. Et donc, elle a une copine qui s'appelle... Et donc, ça marche en fait. Donc, voilà, j'ai réussi à le faire pour celui-ci aussi. Alors, puisqu'on est dans les secrets d'écriture de Camille de Perrette, il y a autre chose que vous vous imposez, ou plutôt c'est un besoin chez vous lié à la nourriture. Expliquez-nous. C'est ce que j'ai raconté à C'est un autre secret de votre écriture. Ça fait rigoler tout le monde, d'accord. Je sais pas si ça va vous faire rigoler maintenant. Donc, c'est vrai que je fais toujours beaucoup de recherches et je cherche toutes sortes de livres, de documents, etc. pour m'inspirer, pour me faire comprendre l'époque à laquelle je m'attelle. Et un des trucs qui marche bien, c'est la nourriture, c'est-à-dire savoir ce que les personnages ont dans le ventre. Et donc, j'essaye de déjeuner et de dîner comme mes personnages. Ce qui donne des trucs très drôles quand ça se passe au Moyen-Âge. D'abord, sachez que les gens au Moyen-Âge étaient quasiment végétariens, en fait. Ils mangeaient très très peu de viande, qu'ils ne mangeaient jamais de bœuf. Et pourquoi? Vous savez ou pas? Parce qu'il servait à l'agriculture, peut-être. Ben oui, parce qu'en fait, on mange pas son tracteur, donc voilà, et que le bœuf qu'on mangeait, il était tout vieux et il avait bien servi. La viande n'était pas bonne du tout. Donc la viande des nobles, c'était tout ce qui était volaille, parce qu'il y avait des croyances qui pensaient que plus l'oiseau volait haut dans le ciel, et plus celui qui allait s'en nourrir était digne de s'élever lui aussi. Donc il y avait toutes sortes d'oiseaux, mais vraiment pour les repas de fête. Et on mangeait des rouges-gorges, des rossignols, enfin vraiment des. Vous n'êtes pas allé jusque là chez vous. Alors quand non, même. alors ça non, j'ai pas fait manger des oiseaux aux enfants. Non, mais en revanche, beaucoup de potées. Hein, ils ont mangé des fèves les petits pendant un certain temps. Et puis vous comprenez beaucoup de choses avec l'alimentation, le fait de tuer le cochon à la fin de l'hiver, de garder tout ça, toute la technique, par exemple, comment est-ce qu'ils faisaient cuire, comment est-ce qu'ils avaient est-ce qu'ils avaient des fourneaux, est-ce que c'était vraiment dans la cheminée, est-ce qu'ils avaient d'autres moyens, enfin, ça, j'adore toutes ces histoires-là. Et donc, pour l'inconnu du portrait, je me suis dit, Vienne 1900, on va voir. Et je faisais d'autres recherches, en fait, parce que je cherchais les best-sellers de l'époque pour les lire et me nourrir aussi de la lecture possible de mes personnages. Qu'est-ce que mes personnages auraient pu lire s'ils avaient, voilà. Et donc, je lisais Schnitzler, Zweig et tout. Et je me rends compte qu'en 1903-4, je sais plus, le best-seller était écrit par une femme. Je me dis, ah, c'est bien ça, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et c'était Katharina Prato. Et donc, je commande le livre qui arrive d'Autriche, en allemand, écrit en lettres gothiques. Ancien ou réédité? Réédité, mais très moche, c'est-à-dire, enfin, ça s'appelle antiquesbooks.com ou quelque chose comme ça. C'est des rééditions de vieux livres. Et donc, c'était un livre de cuisine. C'était l'équivalent de Ginette Mathieu de Savoir cuisiner en Autriche en 1900. Donc, grâce à Google, je traduis toutes les pages. Enfin, pas toutes, mais et quand il y avait des gravures, ça m'inspirait un peu. Et j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et très vite, mon mari m'a dit que ça allait pas être possible. Et que déjà, il avait un très mauvais souvenir du Moyen-Âge. Et il m'a dit genre, tu vas pas nous faire le coup. Et en fait, c'était marrant quand même, parce que je trouve ça quand même cool de savoir s'ils n'avaient pas les mêmes goûts de sucre, de tout ça. Mais la vie quotidienne, en règle générale, dans mes livres, m'intéresse beaucoup. Parce que ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses de votre personnage. Si vous pensez à la manière dont il s'habille, à la manière dont il se lave, dont il se soigne, il y avait une chose toute bête, par exemple, sur le roman que j'ai écrit qui se passe au XIIe siècle. C'était l'idée du miroir. J'ai appris, vraiment par hasard au détour d'une lecture, qu'il n'y avait pas de miroir. Il y avait des petits miroirs grands comme ça, à peu près, pour les nobles. Donc, vous imaginez, vous regardez là-dedans. Ou alors, il y avait effectivement les ruisseaux ou les pièces d'eau où vous pouviez voir votre reflet. Mais qu'est-ce que ça implique dans la tête d'une jeune fille
de ne pas du tout savoir à quoi elle ressemble, en fait, de ne jamais s'être vue. Par rapport à nous, qui nous voyons tout le temps en permanence, qui nous regardons, on a des glaces partout, et je vous parle même pas des selfies et des photos et tout ça. Donc c'est quand même très intéressant de dire que pour la psychologie, c'est pas la même, quoi. Et je vous parle pas de la dentition et tout ça, j'adore ces histoires de dentition. Bon, voilà, donc ça, j'ai fait ça, oui. Vous vous immergez complètement Ouais. dans l'époque. Ouais. Là, c'est le cas aussi pour l'inconnu du portrait, puisque Ouais. votre roman débute au début du XXe siècle, et on est avec Gustav Klimt, le grand peintre qu'on connaît, qui a peint bon le baiser, enfin toutes ces grandes œuvres dorées. Or là, l'inconnu du portrait, c'est dans sa période portrait justement. Comment avez-vous eu vent de cette histoire de vol de ce tableau et du fait qu'on les retrouvait ensuite, quelque chose de très énigmatique? C'est un fait divers, en fait. Vous pouvez le lire sur Internet, dans la presse. On a retrouvé en 2019 un tableau de Klimt qui avait été volé depuis 20 ans. Et on l'a retrouvé dans un sac poubelle. Et c'est un tableau d'une valeur de 60 millions d'euros à peu près. Donc ça fait toujours la joie des lecteurs de la presse de lire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et en découvrant ce tableau, je me suis dit d'abord qu'il était très beau. Moi, c'est un tableau. D'ailleurs, je l'ai vu en vrai dans le musée à Plaisance. Il est à Plaisance aujourd'hui. Et c'est un tableau d'une très grande beauté, même s'il n'est pas si célèbre, mais je trouve qu'il mériterait de l'être davantage. Et c'est en commençant à me documenter sur l'histoire de ce tableau qui en fait est un repeint en plus, donc ça veut dire qu'il y a deux histoires dans une. Quand on le passe au rayon X, en dessous on voit qu'il y avait un autre tableau et ce serait le seul tableau de Klimt qui soit repeint à notre connaissance, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et plus j'ai creusé autour de ce tableau et plus j'ai tiré des fils, mais finalement je me suis assez vite éloignée. Même si j'ai fait beaucoup de recherches autour de Klimt et pour essayer de comprendre l'œuvre elle-même, après, je me suis vraiment éloignée et j'ai fait autant de recherches sur New York dans les années 30, en fait, que sur Klimt et sa peinture. Alors oui, la vie de Klimt est elle-même très inspirante parce que une famille pauvre, immigrée en Allemagne, il se sent rejeté et puis d'un coup, c'est la gloire. Alors là, c'est un peu ce qu'on trouve dans votre roman, c'est-à-dire l'ascenseur social qui marche pour lui et qui marche aussi pour un de vos personnages. Oui, c'est un ressort romanesque qui fonctionne très bien aussi, l'ascension sociale, l'idée du jeune garçon qui veut absolument trouver sa place dans la société et qui à coup de courage, etc. y arrive. Après, c'était un personnage, donc le personnage, je sais pas qui l'a lu ici, l'inconnu du portrait. Pas mal de monde quand même. Donc le personnage principal qui s'appelle Isidore, je voulais qu'il soit deux choses. Je voulais à la fois qu'il soit un stéréotype de ce bâtard orphelin qu'on aime vraiment beaucoup quand il est petit et qui est vraiment un petit gars mignon et on se dit il faut qu'il s'en sorte celui-là, et de faire en sorte que la vie justement soit pleine de promesses malgré tous les coups qu'il prend et qu'il arrive à devenir ce grand milliardaire incroyable. Et une fois sorti du stéréotype de Dallas, parce que c'est vraiment ça, hein, je voulais aussi ajouter quelque chose à ce personnage qui est, alors pour le coup, très personnel, qui vient donc moi j'ai 3 garçons et je suis maman de 3 garçons et mon aîné est très 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 gravement handicapé. Et en fait, lorsqu'on a découvert qu'il avait cette délétion génétique, il avait à peu près 3 ans, et on se doutait quand même, mais quand on l'a su, voilà. Et à partir de ce jour-là, la chose que j'ai le plus entendue dans mon entourage, qui est très bienveillant, hein, c'est de me dire, tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Et avec le recul, parce que maintenant mon fils a 17 ans, je suis absolument pas d'accord avec cette phrase, en fait. Mais vraiment, et c'est une phrase même qui m'énerve profondément. Alors, je suis d'accord que les petites choses qui vous tuent pas vous rendent plus fort. C'est vrai. Mais les vraies grandes épreuves de la vie, comme avoir un enfant handicapé mental, ça vous tue pas, mais ça vous fracasse bien quand même, hein. Et vous êtes plus jamais la même. C'est-à-dire que vous n'êtes, oui, vous marchez, mais vous boitez quand même, pour toujours. Et ce personnage ça vous a beaucoup servi pour justement la psychologie de ce personnage. Et ce personnage d'Isidore, en fait, je voulais qu'il ait tout ce truc de ouais, you go boy, on va y arriver et tout ça, et qu'en fait la vie, à force de le battre,
en fait, il y a un moment où c'est trop. En fait, où et à la fin de sa vie, Isidore, il est pas si sympathique que ça. C'est pas ce personnage si mignon. Et en fait, je voulais qu'il y ait vraiment un twist pour qu'on comprenne, et que même s'il était pas si sympathique, on l'aimait quand même parce qu'on comprenait que la vie l'avait vraiment brisé. Et donc, ce côté, genre, on s'en sort toujours, non, en fait. C'est ça ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon Isidore. Voilà. Et puis alors il y a plein d'autres personnages, donc il y a des grands industriels, il y a des prostituées, il y a des orphelins pauvres. C'est une façon. C'est une saga, quoi. Vraiment. Voilà, si vous l'avez pas lu, vous allez pas être déçus. Hein. On coche toutes les cases. Hein. Ouais. C'est une façon aussi d'embrasser complètement une époque, et même plusieurs époques et plusieurs lieux, à la manière finalement une sociologue. Vous aimez vous plonger dans ces sujets? Alors, de toute façon, la manière dont je travaille, qui est très banale, hein, et on est beaucoup d'écrivains à travailler comme ça, c'est la personne qui l'explique le mieux, selon moi, c'est Stephen King, et Stephen King a toujours raison. Il explique que un bon écrivain, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup de recherches pour camper bien son monde, son décor, ses personnages, son histoire, etc. Mais ne pas embêter le lecteur avec. Je m'explique. Il y a, c'est un exemple que je donne toujours, mais je me dis qu'il est assez probant. Dans le livre, il y a un passage, un chapitre sur le crash de Wall Street, le grand crash de 1929. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un chapitre à écrire sur le crash de Wall Street? On va sur Wikipédia, on regarde octobre 1929, on essaie de comprendre, etc. Après, on va un petit peu plus loin que Wikipédia, on cherche des livres un petit peu plus complexes écrits sur le sujet. J'ai même lu d'ailleurs les mémoires d'un spéculateur écrits à l'époque de 1929, donc vraiment qui donnait tous les... Et puis après, j'ai la chance d'avoir un mari banquier. Oui, quand on est écrivain, il vaut mieux avoir un mari banquier, je peux vous dire. Hein. Donc voilà, j'ai un mari banquier, et donc il travaille avec un outil qui s'appelle Bloomberg, où vous avez ces écrans avec tous les, comme dans les films là. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que tu pourrais me récupérer les cotations de... Et il me dit, mais bien sûr, absolument. Et je lui dis, et surtout, je voudrais, en fait, je lui dis, voilà, j'ai un personnage qui peut avoir à peu près tant de milliers de dollars, parce que je sais qu'à l'époque, un ouvrier gagne tant, etc. Je me suis renseignée. Il peut avoir tant. Et je voudrais qu'il fasse fortune et qu'il arrive à tant. Il me dit, d'accord. Et je dis, comment je peux faire ça? Avec quelle action? Quel machin, etc. Alors, il me dit, ce qu'il faut, c'est shorter. Donc, shorter, ça veut dire parier à la baisse. C'est shorter des actions, c'est parier à la baisse. C'est un mécanisme financier qui existait déjà en 1929. Et je dis, il peut? Il me dit, oui, il peut, absolument. Donc voilà. Donc je lui dis, est-ce que tu pourrais m'organiser ça? Donc il me trouve les bonnes actions, les bonnes cotations. Il me fait tous les maths avec les commissions bancaires, quand même. On pourra pas vous prendre en défaut sur tout ça, alors. Non. Hein. Et on a des copains qui ont pris leur calculatrice pour les faire derrière. Vous imaginez? Ça, c'est des copains banquiers, hein, vous avez deviné. Donc voilà. C'est important. Donc on fait tous les calculs, on fait tous les machins, etc. Et ça devient extrêmement plausible. C'est-à-dire que s'il a misé tel jour, à telle heure, sur telle action, etc. Eh bien, tel jour, il aura fait fortune. Enfin, en tous les cas, il aura gagné ce que moi je voulais. Donc je suis bien. Mais après, il faut que moi, dans mon chapitre, j'explique ce que c'est que shorter à mon lecteur. Et j'ai pas exactement bien compris ce que c'était que shorter. Et donc, j'écris et je réécris le paragraphe et tout ça, et je lui dis, écoute, mon chéri, tu sais quoi, tu vas l'écrire, le paragraphe. Ça va être plus simple parce qu'il me l'a expliqué 4 fois et là, il me dit, mais non, je vais pas écrire ton paragraphe. Et je dis, 17 ans de mariage et tu vas pas m'écrire un paragraphe dans toute ta vie. Et il dit, d'accord, bref. Donc, il écrit le paragraphe, il m'aide vraiment. Et là, je donne le livre à l'éditrice qui me dit, on ne comprend rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que après, finalement, c'est moi qui l'ai écrit, parce que le lecteur, il a évidemment envie de me croire. Il a envie de croire que c'est possible que mon Isidore y fasse fortune. Mais il n'a pas du tout envie que je lui fasse des maths financières, mon lecteur. Ça le saoule, en fait. Donc, il faut que moi, j'ai fait tout le travail derrière. Et pour que lorsque je lui l'explique de manière assez romanesque, malgré tout, ce soit extrêmement solide et plausible. Et c'est vraiment ce truc-là. Et donc ça marche pour absolument tous les livres et toutes les manières d'aborder un sujet. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses dans ce livre, hein, on l'a compris. C'est aussi une histoire familiale, une histoire de transmission sur 3 générations. Ça aussi, ce sont des sujets qui vous intéressent. Oui, bah pareil, ça marche bien, quoi, les histoires de famille avec les secrets. Oui. Il y a à la fois dans votre livre une mémoire individuelle, familiale, et puis
une mémoire collective aussi. Et c'est ça qui est intéressant et qui interagit les crises économiques, les guerres, les migrations. Vous avez exploré tous ces champs-là. Oui, et puis surtout, j'ai découvert plein de choses. C'est-à-dire que quand on commence des recherches, au fond, on sait pas trop où, ce qu'on va trouver, et on découvre la grippe espagnole, on découvre, enfin tout d'un coup on se dit ah d'accord, bon, et puis c'est bien utile s'il faut tuer un personnage, donc il y a des choses, enfin il y a des choses vous allez chercher là où ça va vous aider, et c'est en cherchant que vous trouvez d'autres choses qui vous amènent vers d'autres. Et moi je travaille vraiment comme ça, c'est-à-dire que je commence toujours avec le genre, donc je sais quel genre je veux explorer, donc je vais lire tous les livres du genre pendant 1 an à peu près, décortiquer le genre, essayer de vraiment comprendre quels sont les ressorts narratifs, enfin voilà, quels sont les maîtres du genre, quels sont les modèles du genre. Et une fois que j'ai ça, je trouve une histoire, mais vague, hein, et je la plaque sur le genre, et en la plaquant sur le genre, je commence à faire des recherches pour que l'histoire tienne debout. Et plus je fais donc je fais des recherches, là ça part dans tous les sens, je rencontre des gens géniaux, parce qu'en fait, quand vous êtes écrivain, personne se méfie de vous. Parce que quand vous êtes journaliste, personne ne veut vous parler. Quand vous êtes écrivain, ils disent la pauvre, il faut l'aider. Et donc ça marche très bien. Et moi, grâce à l'inconnu du portrait, par exemple, j'ai eu accès à qu'est-ce que j'ai fait, un morpho-analyse de sang, un monsieur c'est le chef en Europe de toutes les taches de sang non élucidées. Vous imaginez? Et d'ailleurs, j'ai passé 1 heure au téléphone avec lui. Il a été merveilleux. Il m'a expliqué comment je devais péter l'arcade plutôt que le nez parce que ça saignait mieux et tout ça. Plein de choses. Il m'a expliqué comment tuer quelqu'un sans laisser de traces ou en laissant. D'ailleurs, à la fin de la conversation, j'ai dit merci beaucoup. Vous devez être harcelé par tous les auteurs de thrillers et tout ça. Il m'a dit mais pas du tout. Vous êtes la première. Et comment vous avez eu mon numéro? Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc on rencontre des gens formidables. Et puis après, une fois qu'on a tout ça et que l'histoire tient debout, là, on structure. Enfin, je dis parce que tout le monde n'écrit pas du tout comme ça. C'est une méthode comme une autre, hein. Moi, je structure. Et après, j'écris d'une traite. Je me lance. Oui, ça. Parce que vous jouez sur plusieurs lieux, sur une temporalité aussi. Oui, surtout pour ce livre-là, il y a eu un grand travail préparatoire. Un grand travail aussi de composition. Oui. C'était vraiment très important parce que c'est vraiment une saga suspense. Donc, il fallait dire certaines choses et ne pas les dire avant d'avoir dit ce qu'on ne devait pas dire. Enfin, donc c'était tout un entre-là. Et comme j'ai 3 trames narratives avec ces 3 époques-là, il fallait vraiment les tresser et que le lecteur s'embrouille pas, mais s'ennuie pas non plus. Donc, c'était compliqué. Dans Le sang des Mirabelles, vous parlez beaucoup des femmes et de la féminité au Moyen-Âge. Klimt a aussi beaucoup peint la féminité, il s'est beaucoup interrogé dessus. Est-ce que ça vous a intéressé, ce sujet-là? Est-ce que vous en êtes servi dans ce livre? En fait, c'est une question qu'on me pose très souvent en me disant vous avez beaucoup de personnages féminins forts dans vos livres et tout ça. D'abord, les personnages féminins, c'est quand même, si on veut être un peu réaliste, c'est 50% de l'humanité. Donc, c'est quand même normal qu'il y ait 50% de mes personnages qui soient des femmes. Je sais pas s'il y a 50% d'ailleurs, j'en sais rien, mais à peu près. D'ailleurs, le héros, c'est un garçon, Isidore. Oui, mais en tout cas, l'inconnu du portrait, c'est elle qui va dénouer toute l'intrigue. Ouais. Et pourtant, c'est pas le personnage principal. Non. Après qu'il y ait des personnages féminins forts, je pense que ça vient du fait que je suis convaincue que les femmes sont très forte, voilà. Et après, s'interroger sur la féminité, le corps des femmes, oui, c'est des sujets qui naturellement me touchent, mais peut-être pas autant dans ce livre-là que dans d'autres livres, comme par exemple Blonde à forte poitrine, qui était un roman c'est un roman naturaliste, qui parlait de chirurgie esthétique donc ça a raconté l'histoire de Anna Nicole Smith, je sais pas si vous connaissez, c'était une playmate des années 90-2000 qui était d'une très grande beauté et qui s'est fait opérer des seins 36 fois jusqu'à en mourir en fait, puisqu'elle a fini par avoir les chairs complètement déchirées et elle a tellement souffert du dos parce qu'elle avait des seins, enfin voilà, elle a fait une overdose d'antidouleurs. Et partant de ça, je me suis intéressée au personnage de Nana, qui est cette prostituée dans Zola. Si vous l'avez pas lu, il faut absolument lire ce livre. Il y a des grandes scènes de corsetage où moi je pense que les corsets d'aujourd'hui, c'est les bistouris, voilà. Ils sont intégrés, nos corsets, mais
Et donc, c'est Émile Zola qui dit l'écrivain naturaliste doit tenir sa plume comme le chirurgien un scalpel. Donc, c'est vraiment une écriture de la chair. Donc là, je me suis vraiment interrogée sur la chair. Mais si, par exemple, on s'interroge sur le corps parce qu'il fait partie de la vie, mais je vais pas aussi loin que ça, par exemple, pour tout. En tout cas, Klimt, lui, l'a beaucoup représenté, ce corps féminin. Oui, bien sûr. Klimt était un grand amoureux des femmes. On sait qu'il a eu beaucoup de femmes dans sa vie. C'est très documenté. Il a eu 21 ayants droit, qui étaient tous les enfants de ses modèles. Et il a payé toutes les pensions alimentaires de tout le monde, hyper sympa. Il était, non, c'est vrai, c'était un homme à femme, il y a aucun doute. Et il les a peints dans toutes les positions, etc. Oui. Jusqu'à cette femme très énigmatique, enfin qu'on ne connaît pas en fait. La mienne? Non, celle de son portrait. Oui, mais moi je dis c'est la mienne. Ouais. Ah voilà, d'accord. Je l'appelle Martha. Je veux quasiment qu'il change le petit cartel dans le musée en disant on lui a trouvé un nom, donc si vous pouviez lui donner son vrai nom. Oui, bien sûr, Martha. Mais Martha, je pense que c'était une modèle de passage. Je pense pas du tout que c'était une femme de la vie de Klimt. En tout cas, les personnages de fiction et les personnages historiques se répondent, vivent ensemble dans vos romans. Dans ce roman-là, alors Martha, celle que vous appelez Martha, elle a vraiment existé, certainement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnages historiques? Ou est-ce que vous les avez tous inventés? Dans l'inconnu du portrait, oui, bien sûr. Et il y a typiquement, Isidore, quand il est dans la rue et qu'il cire les chaussures d'un certain monsieur, etc. C'est le fameux spéculateur qui a écrit ses mémoires et dont je me sers. Et puis, alors je me sers de vrais personnages. Le maire de New York, c'est le vrai maire de New York de l'époque. La cérémonie a vraiment lieu. Je l'ai regardé sur des images d'archives, etc. Sauf que celui à qui on remettait la médaille était mon personnage et pas du tout le vrai monsieur. Donc ça me gêne pas du tout de mélanger la fiction et la réalité. Au contraire, et d'embrouiller les pistes au maximum. Ça, j'aime vraiment bien faire ça. D'autant plus que je trouve que ce qui compte, c'est l'histoire. Donc c'est pas, voilà. Mais il faut que le lecteur y croit. C'est Aragon qui dit que un romancier, c'est quelqu'un qui sait mentir vrai. Voilà. Et Aragon a toujours raison, donc oui, ça marche assez. Lui aussi. Alors, votre livre aussi parle d'un portrait, parle de peinture finalement. Est-ce que vous avez eu envie que la vie naisse d'une œuvre d'art? Et est-ce que la vie et l'art sont pour vous si entremêlés? Je me suis intéressée au syndrome de Stockholm, qui est n'importe quoi. Le syndrome de Stendhal. Je me suis intéressée à tous les syndromes. Non, mais c'est vrai en plus. Mais vous connaissez le syndrome de Paris, qui existe, hein? Non, allez-y. Le syndrome de Paris, qui est répertorié, c'est un syndrome qui touche en grande partie les touristes japonais, qui arrivent à Paris avec une vision complètement idylliques de la capitale et qui sont tellement déçus qu'ils font des chocs et qu'ils sont internés. Donc ils vont en hôpital psychiatrique pendant 2-3 jours pour se remettre du fait que Paris n'est pas du tout la carte postale qu'ils rêvaient. Alors il y a le syndrome de Jérusalem, vous le connaissez celui-ci? Alors ça pareil, c'est une aile de l'hôpital. Alors je voulais aller faire un reportage là-bas et puis ils ont pas voulu. Mais à l'époque où je travaillais enfin bref, mais ça c'est les gens qui arrivent à Jérusalem et qui pensent qu'ils sont Christ. Direct, hop, à l'hôpital. Il y a une aile pour tous les gens qui sont Christ. Donc non, il y a des syndromes géniaux comme ça. Alors le syndrome de Stendhal sur lequel je m'interroge dans le livre, c'est le syndrome qui consiste à se mettre vraiment à penser qu'une œuvre d'art est vivante, qu'elle vous parle, qu'elle a une vie propre, quoi. Et les gens souvent finissent par dérober l'œuvre parce qu'ils peuvent plus vivre sans, en fait. Ils sont, voilà. Alors après, je sais pas si les avocats jouent beaucoup dessus en disant non, mais le pauvre, il avait le syndrome de Stendhal. Mais voilà. Et ça va avec des hallucinations visuelles, etc. Donc c'est quelque chose, moi, je l'ai jamais eu. Même si j'aime beaucoup l'art et beaucoup les musées, j'ai jamais cru qu'un tableau me parlait. Mais on sait jamais, enfin, tout peut arriver, hein. Alors, les vols dans les musées, puisqu'il s'agit d'un vol, là, de l'inconnu du portrait, les vols dans les musées, c'est très romanesque et c'est très inspirant. Je vais lire un petit passage de votre livre. Dans le monde de l'art, il existe plusieurs espèces et sous-espèces de voleurs. Du simple amateur aux puissantes mafias, des marchands aux trafiquants d'art, il n'y a parfois qu'un pas. Mais il y a aussi les baratineurs, les menteurs,
les brocanteurs à la petite semaine, qui arnaquent les vieilles dames en leur faisant croire que leur portrait de leur grand-père ne vaut pas le clou pour lequel il est accroché. Ils sont bien gentils de les débarrasser de pareilles faces allongées, avec des yeux en amande à peine symétriques, et ils emporteront le Modigliani en sifflotant. Il y a les antiquaires qui ont pignon sur rue et magouillent dans l'arrière-cour. Il y a les corsaires, les aventuriers, les chercheurs de trésors, les pilleurs de tombes. Il y a les faussaires, les artistes et les passionnés. Il y a le fameux gentleman cambrioleur, le voleur grand style, qui, comme dit la chanson, après ses coupables travaux, laisse un mot sur le piano. Il y a les bricoleurs, ceux qui se glissent sous les bâches des monuments historiques en cours de ravalement et attaquent au burin les gargouilles et les anges des frontispices. Il y a parmi les gardiens de musée ceux qui fermeront les yeux et arrondiront leur fin de mois, et chez les hauts fonctionnaires ceux qui transporteront les valises de billets. Donc tout ça, en effet, ça attise évidemment votre envie d'écrire. Alors, il y a une actualité pour vous dans Le Monde, cette semaine, dans le journal Le Monde, une page qui vous est consacrée. Il y a encore là l'évocation de la famille, de la parentalité, de la transmission. Vous nous en dites un mot? C'est votre dernière actualité. Vous voulez que je vous le lise? C'est un petit peu long, mais... Vous voulez que je le lise? Oui. Non, vous voulez? Alors, en fait, c'est une nouvelle, c'est ça que vous avez écrite? Oui, en fait, c'est le Monde a fait un partenariat avec La Poste pour la fête de l'écrit, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez nous écrire une nouvelle sur le thème des cartes postales? J'ai dit, oh oui, je vais écrire dans Le Monde, j'ai jamais écrit dans Le Monde, ce sera la consécration. Et la preuve, c'est que ma mère a encadré, s'est empressée d'encadrer l'article. C'était trop mignon. Alors pourquoi les cartes postales? Pourquoi les cartes postales? Mais je vais vous lire. On peut faire ça, un peu de lecture. Bien sûr. Alors, donc, ma mère était écrivaine. Elle avait connu un certain succès autour de la quarantaine, à la publication de son 9e roman. J'avais 11 ans et je me souviens encore de sa joie quand elle avait vu son nom sur des affiches placardées dans le métro. Le livre qui avait suivi avait beaucoup moins bien marché, et ceux d'après encore moins. Mon père lui disait « Tu l'as eu ton best-seller, on ne peut pas te l'enlever ». Je crois que secrètement, elle avait rêvé de faire partie de cette poignée d'auteurs célèbres, mais un succès ne suffisait pas. Il aurait fallu transformer l'essai. 3 romans et une pièce de théâtre plus tard, elle avait fini par renoncer. Ma mère nous aimait à la folie, mon frère et moi, et elle s'occupait énormément de nous. Elle disait en riant, « Être mère ou écrire, il faut choisir. Mes enfants seront mes chefs-d'œuvre. » Mais au fond, elle ne riait pas du tout. Je pense qu'inconsciemment, elle nous en voulait de l'avoir empêchée de se consacrer à l'écriture quand elle avait eu le vent en poupe. Ce sacrifice l'avouait à être plus qu'une mère aimante. Elle se voulait triomphante. Tous les mercredis après-midi, elle nous emmenait au musée. Pour nous transmettre son amour de la peinture, elle avait mis au point une méthode qu'elle disait infaillible. Elle avait commencé par la galerie du costume de guerre du musée de l'Armée aux Invalides, où l'on peut admirer des mannequins grandeur nature montés sur des chevaux en résine. Combien de fois y sommes-nous allés la première année? 10 fois, 20 fois. J'avais fini par aimer ces canons autant que les manèges du jardin d'acclimatation. Elle me racontait les grognards et les cosaques dans le froid glacial de la campagne de Russie, leurs pelisses en hermine et leurs bonnets en fourrure d'ours, sabre au clair. Peu importait la véracité de ces descriptions, j'avais 4 ans et mes yeux brillaient de terreur à l'écoute de ces récits héroïques et sanglants. Puis nous étions passés au Louvre et au grand format de l'Aile de Non, le serment des Horaces et toutes les promesses qu'on promet, les cannibales du radeau de la Méduse, les cris de l'enlèvement des Sabines et surtout la mort de Sardanapale, qui nous avait bien tenus 5 mercredis d'affilée, tant j'aimais l'histoire de ce roi qui avait fait tuer ses femmes et ses éléphants dans sa folie destructrice. Ma main dans celle de ma mère, nous marchions dans les galeries jusqu'à ce que je m'arrête devant une toile. « Raconte-moi, maman ». Qu'elle connaisse l'histoire ou qu'elle l'invente n'avait aucune espèce d'importance. Vous voyez, je suis très cohérente. Hein. Je l'écoutais, transi et émerveillée, puis nous repartions. La visite ne durait jamais plus d'1 heure, c'était la règle, et en sortant, nous achetions la carte postale du tableau à la boutique du musée. Drame, quant à Orsay, parmi les reproductions de Manet et de Degas, j'avais cherché en vain la carte de La curée d'Eugène Fromentin, une toile où l'on voit des faucons rapporter un lièvre, et je me souviens de ma déception, et aussi du mot énucléé que nous avions appris pour l'occasion. Les mercredis se succédaient, les cartes postales s'empilaient dans le tiroir de la commode de l'entrée. Mon petit frère était maintenant de la partie.
Ma mère avait recommencé à aller aux Invalides avec lui. Et si elle avait eu 5 enfants, sans doute aurait-elle appliqué sa méthode 5 fois. Vous imaginez quand même, hein? J'avais grandi, nous allions voir Miro au Grand Palais et Antaille à la Fondation Vuitton. À 10 ans, je m'étais pris de passion pour Soulage. Elle aimait raconter que quand elle m'avait demandé « Mais tu aimes vraiment ces tableaux tout noirs ?» J'avais répondu que ce n'était pas du noir, mais de la lumière, et qu'elle était restée béate. Elle n'aurait jamais avoué qu'elle était insensible à l'art abstrait, mais consciente qu'elle n'y entendait pas grand-chose, elle avait redoublé d'efforts, convaincue que je deviendrais directeur du musée d'art moderne et qu'elle aurait au moins réussi ça dans sa vie. Ma mère était de ces femmes qui condamnent leurs enfants à la grandeur. Même si mon petit frère et moi préférions aller au foot, la vérité est que... Ah, on n'a pas la suite. Aïe, 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 vous n'avez pas la suite. C'est mal photocopié. Ah, vous voulez, je continue? Alors, d'accord. Donc, la vérité, c'est que, en fait, ils avaient fini par être musés comme chez eux. On voudrait toujours parler de sa mère gentiment, surtout quand on a eu une mère comme la mienne, une mère qui nous lisait des poèmes chaque matin sur le chemin de l'école, pour que l'infini veille sur votre journée, mes chéris. Elle craignait de mourir jeune. Je ne voudrais pas mourir de mon vivant, disait-elle pour plaisanter. C'est pour cela qu'elle nous avait confiés à la beauté de la poésie et de la peinture. Elle était persuadée qu'aucun chagrin, même pas la mort d'une maman, n'aurait résisté à la contemplation d'un Caravage ou à la lecture d'un poème de Rimbaud. Ainsi les années avaient passé. Nous n'étions devenus ni footballeurs ni conservateurs, mais nous avions tous deux fait de belles carrières, et j'avais même demandé ma femme en mariage au musée de la vie romantique, comme quoi. Quand ma mère est morte, c'était une très vieille dame. J'étais moi-même déjà grand-père. Notre père était décédé quelques années plus tôt, mais ayant toujours été une femme solitaire au fond, elle n'avait pas fait un drame de son veuvage. Elle nous exhortait, mon frère et moi, à vivre nos vies d'hommes. Ne vous souciez pas de moi, je l'ai eu ma vie. Étais-je un mauvais fils? Je voulais profiter de ma retraite, maintenant que nos enfants étaient partis. Nous avions beaucoup voyagé avec ma femme les derniers temps. Après avoir arrêté d'écrire, ma mère s'était mise à la peinture, à la copie de tableaux du XVIIIe siècle, pour être exact. Elle disait, de toute façon, j'ai jamais su que copier. Je n'ai jamais vraiment eu une idée à moi. Puis, elle avait cessé de peindre, car l'arthrose avait eu raison de son coude et de son poignet. Elle se plaignait que la vieillesse était un naufrage. Et alors, je sais pas de quoi dont je me plains, mais de plein de trucs, apparemment, c'est la fin de la page. Et voilà. Et j'avais lu une revue scientifique qui expliquait que les personnes âgées produisaient naturellement moins d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Ainsi, la nature était bien faite. Les dernières années, elle ne marchait quasiment plus, et de fait, n'allait plus au musée. Nous lui avions acheté un casque virtuel pour Noël, une petite merveille de technologie. Comme ça, tu pourras quand même visiter les nouvelles expos, maman. Elle nous avait regardés avec un mépris qui nous avait glacé le sang. Ma mère savait encore être rogue, malgré tout le mal qu'elle se donnait pour paraître charmante. Nous avions fini par nous lasser d'elle, comme il est normal de se lasser de ses vieux parents. Sans être acariâtre, il y avait en elle quelque chose de dépité, comme si le sentiment d'avoir échoué l'emportait sur tout le reste. Nous étions entrés dans une nouvelle ère de robots et d'écrans, nos enfants et nous. Elle était restée accrochée à ses vieux poèmes et à ses peintures à l'huile. Elle se désolait que mon frère et moi nous soyons éloignés du beau. Nous étions trop sérieux. Elle disait, vous êtes des hommes Excel. Excel était un ancien logiciel anti-intelligence artificielle de colonnes et de lignes remplies de chiffres. Sa manière à elle de nous traiter de médiocres comptables. Elle s'était mise à radoter, ou bien s'enfermer dans un monde imaginaire. On sait que ce genre de sénilité peut durer des années avec les médicaments géniques. Mon frère et moi nous demandions comment tout cela finirait. Qui veut rendre visite à sa vieille mère coincée sur son fauteuil, qui se plaint de ses douleurs et que sa meilleure copine a perdu la boule et que ses petits-enfants ne l'appellent jamais? J'étais soulagée qu'elle meure, je l'avoue. Un mois après sa mort, le 40e jour exactement, j'ai reçu une carte postale. Mais là, vraiment, il manque un gros morceau. Voilà. Alors, c'est donc une carte postale des Invalides. Et au dos, il y a écrit « Galerie des costumes ». O ouvre de grands yeux et me demande de lui raconter les hommes, la guerre. Pourvu qu'ils ne deviennent pas militaires, je fais de mon mieux. J'ai appelé mon petit frère. Il avait reçu une carte de Klimt. Atelier des Lumières avec V. Il bat des mains dans sa poussette au son des trombones de l'ouverture de Tannhauser et rit aux éclats. Nous en ferons peut-être un grand chef d'orchestre. Nous étions bouleversés. Le mois suivant, je recevais une reproduction d'un Christ en mosaïque du Sacré-Cœur. Montmartre,
Nous mangeons une glace à la fraise en admirant la plus belle vue de Paris. O, très intéressé par les couronnes d'épines. Qu'est-ce qui m'a saoulée avec les couronnes d'épines? Je me suis alors souvenu que nous achetions aussi des cartes postales dans les cathédrales et les basiliques. Mon frère, lui, avait reçu le cheval de Napoléon. Première fois aux Invalides avec V. Passion mousquetaire, évidemment. Quelle joie. Qui nous les envoyait? Il était clair qu'elle avait laissé des directives précises. Une carte postale par mois. Il y avait de quoi tenir des années. Et soudain, ça m'est revenu. À la fin de la promesse de l'aube, la mère de Romain Gary prépare des centaines de lettres pour soutenir son fils jusqu'à la fin de la guerre, car elle sait qu'elle va mourir avant, et elle s'arrange pour qu'elle lui soit envoyée régulièrement. Ma pauvre petite maman, qui n'avait jamais eu une idée à elle, c'était la dernière fois qu'elle copiait un grand auteur. De sa tombe, elle nous rappelait à l'ordre, son ordre, celui de la beauté, qu'elle avait étalé devant nos yeux d'enfants avec tant d'enthousiasme, et ainsi, mon frère et moi verrions défiler tout l'amour de notre mère sur carte postale. Il suffisait juste d'ouvrir notre boîte aux lettres. Merci beaucoup. Alors, il y a les musées, il y a la littérature dans ce texte, et il y a même Ajaccio. Et oui, bien sûr. Il y a Napoléon, il y a toujours Napoléon, quoi qu'il arrive. Alors, des projets, un nouveau genre, oui. Vous l'avez dit, il est bientôt terminé ce livre, il va sortir bientôt. On est dans les corrections avec l'éditrice, ouais, et c'est long, lent et douloureux. Et qu'est-ce qu'elle dit, votre éditrice? Elle a la patience. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a la patience encore. Oui, bah suivre. Oui. Elle a la patience. Ça fait 20 ans. On est vraiment un vieux couple, elle et moi. Elle était témoin à mon mariage, moi j'étais témoin au sien. Enfin, c'est tout un truc. Elle dit que ça va aller, et moi je suis désespérée. Mais elle dit que je suis toujours désespérée, donc apparemment ça va aller. Ouais. C'est important le rapport avec son éditeur. Ça dépend des auteurs, mais pour moi, oui, j'ai la grande chance d'avoir eu la même éditrice pendant 20 ans, de très bien la connaître, qu'elle me connaisse très bien, et de lui faire une confiance complètement aveugle, parce que, alors ça dépend encore vraiment des auteurs, mais moi je sais que lorsque je rends mon texte à Delphine, si elle me dit ça c'est vraiment bien, je dis oui ça c'est vraiment bien. Si elle me dit ça c'est vraiment nul, je dis oui ça c'est vraiment nul. En fait, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, et j'arrive pas du tout à juger de mon travail, donc j'ai besoin vraiment d'un troisième œil. Ben, vous avez eu la chance en tout cas. Oui, c'est une chance inouïe, parce que continuer dans une fidélité comme ça et aussi une confiance. Oui, on continue à se vous voyez, ce qui est très drôle. Donc elle tutoie mon mari, il la tutoie, enfin tout le monde se tutoie, mais elle et moi on continue à se vous voyez. Très professionnel. Très professionnel. Elle m'écrit des horreurs dans la marge. Elle me dit radin. On a des blagues, parce que j'ai un adjectif que j'utilise un petit peu trop souvent qui est rance. Et elle m'écrit tout est rance chez vous. C'est pour ça qu'il faut vous voyez, parce que si elle m'écrivait tout est rance chez toi, ce serait vraiment terrible. Mais voilà. Non, c'est une très belle relation, et je comprends. Enfin, je mesure ma chance. Voilà, je mesure ma chance de l'avoir. Alors, vous allez emporter avec vous un peu de Corse, à Paris, à travers ce trophée que je vais vous remettre. Un trophée que ont tous les ans tous les auteurs qui sont primés. Je vais le sortir de sa boîte. Voilà. Instant, voilà. C'est magnifique, une reproduction d'instant. Bravo, je crois que vous avez ému, vous avez emporté nos lectrices et nos lecteurs. Merci encore d'être venus nous voir. Merci à vous. J'ai très touchée, je suis très fière d'avoir ce prix. Voilà, merci. Alors oui, peut-être des questions. Allons-y. Pour celles peut-être qui ont lu le livre. Alors, rebonjour Camille de Perrette. J'ai eu la chance de vous écouter tout à l'heure à Corté,
Et vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, et j'aurais aimé peut-être que vous puissiez le partager ce soir. J'ai essayé de pas dire la même chose à Cortez. C'est merveilleux. C'est comme cet après-midi, on a passé un excellent moment. C'était par rapport à l'idée que vous est venue, pour écrire ce. Je déteste m'entendre au micro, c'est terrible. Comment ça vous est venu en fait d'écrire ce livre, L'inconnu du portrait, par rapport à votre ami qui vous a dit. Enfin, j'ai trouvé que l'anecdote était. Donc l'ami en question qui a vu que ce tableau de Klimt avait réapparu a trouvé que lui a fait le lien parce qu'il y avait la reproduction du tableau sur la page du journal et il trouvait que je lui ressemblais. Voilà, donc il me l'a envoyé et il m'a dit je trouve qu'elle te ressemble et tout ça et c'est vrai que sur le coup moi j'ai pas fait attention à ça, j'ai lu, j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante, j'ai travaillé 2 ans et demi dessus, j'étais plus du tout dans cette idée de je lui ressemble. Et après, lorsque le livre est sorti, il y a vraiment eu 2 sortes de gens. Les gens qui disaient « Oh, mais c'est vous sur la couverture !» Alors, voilà. Et les gens qui voyaient pas du tout, comme moi. Et alors, ce qui était drôle, c'est pour toute la presse, tous les journalistes, ils veulent toujours que je m'attache les cheveux, que je me mette comme ça pour les photos. Et je dis « Ah, allez, c'est reparti. » Donc voilà, un peu plus de rose. Voilà, c'est ça. Donc, je peux faire illusion un petit peu, mais bon, ouais. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment. Merci. Une autre question peut-être? Hélène. Notre bibliothécaire de Pietrosé, là. Bonjour. Moi, ce qui me fascine depuis tout à l'heure, c'est quand même très étrange. D'où vous vient cette manie de la contrainte? Parce que finalement, vous avez beaucoup d'auteurs qui commencent ça, j'allais dire, dans un style, et qui malheureusement d'ailleurs, peut-être justement, le creuse tellement qu'à la fin on est un petit peu fatigué parce qu'on a l'impression que la mécanique est toujours la même. Après quoi vous courez? Parce que c'est un risque aussi. Oui, parce que c'est le risque de dire je comprends pas. J'avais beaucoup aimé L'inconnu du portrait, mais alors son histoire de beatnik. Oui, c'est ça, les gens, c'est ce que je racontais à Corté aussi, c'est que je perds des lecteurs à chaque fois. Typiquement les gens qui aiment beaucoup les romans qui se passent au Moyen-Âge, ils disent je vais l'acheter, j'adore le Moyen-Âge, et ils aiment le livre et après ils me disent alors le prochain. Et je dis ça se passe dans l'intelligence artificielle. Ils disent bon, et alors là c'est fini quoi. Voilà, et je les ai perdus. Après j'ai ceux qui adorent l'intelligence artificielle, donc ça et après j'ai des lecteurs sympas qui veulent bien maintenant me faire confiance et qui connaissent aussi ce projet-là qu'on a dévoilé assez tard finalement, parce qu'au début on voulait pas trop communiquer là-dessus parce que c'était très bizarre. Alors pourquoi est-ce que alors il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai eu cette idée quand j'avais 18 ans et que je me suis dit si jamais un jour moi j'arrive à être écrivain, qui était vraiment un grand rêve, j'écrirai un livre de chaque genre littéraire existant. Voilà, c'est ça ce que je vais faire dans ma vie. Ça va être et il y aura les personnages qui ricocheront comme dans la comédie humaine, qui est le truc, l'œuvre suprême quoi. Donc vraiment j'aurais et ça veut dire que jusqu'à présent j'ai un peu triché parce que j'ai vraiment fait des genres que j'aimais. Mais vous imaginez bien que quand je vais devoir m'attaquer à l'heroic fantasy et aux dragons et aux elfes, etc. Ou la bande dessinée. Ouais, alors la bande dessinée, faut vraiment que je me fasse aider par quelqu'un parce que sinon il y aura un petit problème. Mais alors le théâtre c'est super, le roman policier aussi, etc. Mais il y a des genres, le genre érotique, c'est ma phobie absolue quoi. Je sais, à chaque fois que j'écris une scène érotique, ça fait 3 lignes. Je sais jamais comment je vais faire 200 pages de romans érotiques, je vais jamais y arriver. Ça va être rance, ça va être très très rance. Si elle est obligée. Non, c'est alors après. Alors je me laisse vraiment pour le dernier roman érotique, mais non, je préfère faire un livre de cuisine avant, si vous voulez tout savoir. Mais il y a aussi des genres comme la poésie alors pour le coup la poésie, ça je le ferai jamais, parce que je place la poésie trop haut dans mon estime pour oser toucher à ce genre que je trouve absolument supérieur. Mais voilà, donc on va bien voir. Il y a le roman adolescent, il y a la romance, il y a la comédie, il y a tellement de choses. Il y a le thriller, il y a le roman d'anticipation, il y a tous les trucs alors la science-fiction, et il y a des sous-genres dans la science-fiction. Il y a le fantastique, c'est l'épouvante. Comment faire peur? C'est dur de faire peur. Donc il y a plein de choses, mais c'est Pérec qui dit au fond, je me donne des contraintes pour être totalement libre, et je pense que on va dire que Pérec a toujours raison aussi. Ils sont quelques-uns à avoir toujours raison. Mais oui, bien sûr. Et d'abord, c'est vrai que
ça vous force à toujours tordre votre plume d'une manière différente et donc toujours essayer de s'améliorer. En fait, il y a de ça. Et puis c'est une grande richesse de s'appuyer sur des maîtres. Parce que c'est vrai, regarde, moi j'anime des ateliers d'écriture depuis très longtemps maintenant. Si vous êtes avec des étudiants, qu'ils soient jeunes ou vieux ou aguerris ou pas, peu importe, et que vous dites prenez un papier, un crayon, écrivez ce que vous voulez, c'est l'enfer. Si vous dites prenez un papier, un crayon et commencez un texte par il était minuit, il avait froid, il entra dans le parc et la pluie tombait à grosses gouttes, ou je sais pas. Vous pouvez tous commencer quelque chose. Une contrainte, ça vous donne une impulsion en fait. Ça vous donne comme un springboard, comment est-ce qu'on dit un truc en gymnastique là quand on saute sur un truc et c'est après un tremplin. Merci. Oh là là. Voilà, un tremplin. Et ça j'y crois beaucoup à ça. Ouais. Et puis par exemple, si on vous donne l'exemple du roman Olympien qui est écrit sous contrainte mathématique, qui est Nous vivons ensemble, au départ le roman faisait peut-être 200 pages et ensuite quand j'ai rajouté la contrainte des fameux bicarrés latins, alors là ça va parler vraiment à peu de gens je pense. Les bicarrés latins c'est des listes avec des éléments. Donc si on prend une liste qui est une liste couleur, donc les éléments ça va être bleu, vert, jaune, rouge. Une liste vêtements ça va être jupe, pantalon, chemisier, etc. Et donc j'avais toutes mes listes et tous mes éléments qui étaient couplés comme des sudoku et l'ordinateur a craché que dans le chapitre 1 il devait y avoir obligatoirement la couleur vert, un chemisier, une plante, un machin. Mais j'en avais des tonnes de contraintes. Alors placer du vert dans un chapitre vous y arrivez toujours, une couleur, un truc. Un chemisier c'est possible aussi, voilà. Mais quand c'est un animal de la ferme et que vous n'êtes pas du tout dans une ferme, ou quand, par exemple, ça se passait dans une maison de retraite, il y avait le mot déambulateur. Facile dans une maison de retraite. Seulement, ça tombait pile sur le chapitre où c'était la scène de sexe, qui faisait 3 lignes en plus. C'était abominable. J'ai dû rajouter des trucs pour que le déambulateur passe comme ça, incognito. Et en même temps, ça m'a forcé à travailler le texte et à le rendre beaucoup plus riche. L'animal de la ferme, c'est un autre exemple. Il y avait un personnage dans Nous verrons ensemble qui était le directeur de la maison de retraite, qui était un homme sans imagination et assez goujat, et enfin pas bien avec les femmes, un type vraiment peu recommandable. Et donc j'avais dit dans la première version que il les invitait au restaurant et puis après il les ramenait chez lui et puis après il savait pas trop quoi faire quoi. Enfin en gros le lendemain il savait pas s'y prendre dans une relation. Et je devais mettre l'animal de la ferme finalement dans ce chapitre-là. Et j'ai écrit, au lieu de dire il les emmenait au restaurant, il les emmenait au pied de cochon. C'est tout de suite mieux de les emmener au pied de cochon parce qu'on se dit, on voit bien le genre de gars qui les emmène au pied de cochon. Alors que l'emmener au restaurant, c'était ma première version facile et flemmarde en fait d'écrivaine. Et après, si vous vous forcez, vous trouvez un truc mieux. Mais c'est difficile de trouver des trucs pour vous forcer. Donc c'est pas mal les contraintes. Une dernière question peut-être? Ah, madame. Oui. Alors, partante pour recevoir un chèque toujours, ça c'est sûr. Après le cinéma, c'est très compliqué. Ça dépend. D'abord, c'est géré vraiment par l'éditeur. Ça, c'est l'éditeur qui le gère et très heureusement, ils tiennent l'auteur en dehors de tout ça parce que ça fait beaucoup de palpitations et de rêves qui sont en fait très souvent déçus. Et donc, pour l'inconnu du portrait, on a eu un grand soir avec mon mari, on a sorti le champagne, puis on l'a remis au frigo finalement parce que, enfin non, on l'a bu. La vérité, c'est qu'on l'a bu, mais tout s'est cassé la figure. C'est tellement compliqué le cinéma. Je trouve par rapport à la littérature où finalement, ça dépend quand même vraiment de vous. Vous écrivez pas, c'est votre problème, quoi. Et puis après, il faut un éditeur, certes, mais c'est quand même, voilà. Le cinéma, pour qu'un truc se fasse, mon Dieu. Donc voilà. Et puis, il faut des avocats, des tractations dans tous les sens, des contrats, et donc, oui, j'ai eu plusieurs fois des propositions, des options. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et ça n'a jamais rien donné. Et j'aimerais beaucoup que ça aille vite si ça se faisait, parce que je voudrais mettre une belle robe pour le Festival de Cannes et pas avoir 80 ans pour aller récupérer mon trophée. Voilà. Mais à part pour cette histoire de coquetterie stupide, voilà, non, j'ai pas de... Ben, merci. On va se retrouver peut-être à la librairie là-bas si vous voulez. D'accord. Merci. Merci.